Salut les brillantes et les brillants. Au moment où je commence ces mots, nous sommes le samedi 25 avril. Vous comme moi en sommes au 38e jour de confinement et il se passe des choses très étranges. Écoutez ça, au 15e jour, alors que je continuais mon insatiable travail de sociologue, anthropologue, aventurier, explorateur de l'appartement de ma sœur... Ah oui, pardon, je vais peut-être un peu trop vite, certainement. Bon alors, sachez que j'étais bien décidé à ne pas me laisser dévorer par l'oisiveté, celle qu'on prétend être la mère de tous les vices. Donc, naïvement, au début, je commençais par une première expédition dans le monde austère du végétal. En me refaisant mon microcosmos à moi, je sentais déjà qu'un homme nouveau était en train de naître en moi. Et puis naturellement, c'était autour du 20e jour, la curiosité et la poursuite de mes recherches m'ont amené vers le monde impitoyable du règne animal. Le chien du voisin d'en bas, mais surtout, et plus précisément, je m'intéressais au cas de la chatte Pogno. Mes études comportementales et félines avançaient à grands pas, constatant que ce confinement humain avait des conséquences irrécusables sur la libido du dit greffier. Immédiatement, devant tant de luxure et d'obscénité, et avant que je ne commette l'irréparable, je décidai sagement de prendre de la distance avec Pogno. Cependant, je ne tardais pas à me consoler avec le domaine fascinant de l'entomologie. Pendant un temps, effectivement, cela m'enthousiasma. Notamment, je me surpris à m'extasier devant le comportement des abeilles qui, en matière de confinement, auraient bien des leçons à nous donner à nous tous, croyez-moi. Puis vint le 30e jour, et mes excursions dans ces mondes hostiles se transformèrent en cauchemars. Je me souviens, tout a commencé un soir de pleine lune. À sa seule vue, je me suis alors senti comme littéralement possédé. Oui, c'est ça. En fait, j'étais possédé, mais par moi-même. Comme si un autre moi avait pris possession de la moitié de mon esprit et de la moitié de mon corps. Et si mon premier corps était rassasié de toutes ces plantes, de tous ces insectes et autres contorsions de chatte lubrique, en revanche, mon second corps était lui en quête de signes cabalistiques censés faire de nous deux êtres à part entière. Deux hommes réellement dissociés. Son obsession, à l'autre, c'était les nœuds dans le bois. Il les scrutait, les examinait, les analysait des heures durant et pendant des heures. Mes hallucinations ont commencé à partir de là. Des alus en papier. Ensuite, tout s'est précipité et très vite, j'ai eu le sentiment que je me surveillais moi-même. J'étais sous ma surveillance, en fait, et sous le contrôle de mes doubles. Je me voyais partout. Sans cesse, je me multipliais, je me propageais, je devenais viral. Pour terminer, vint le 35e jour. Oui, c'était il y a précisément 3 journées de cela. C'était mercredi dernier. C'était la nuit du Pentagone. Allons, toi! Veux-tu bien émerger de ta torpeur? Qu'est-ce que c'est donc? Ma tête. Tu as la même face que moi? Votre visage... Qui es-tu exactement? Et eux, là? Ils sont qui? Allez, réveillez-vous, vous autres!
Ah, si seulement cette fichue... Hé! Oh putain, c'est la fin, c'est fini, c'est ça? Hein? J'existe plus? J'aurais trop abusé de ce cannabis qui rend la raison prisonnière. Je ne sais pas du tout qui vous êtes, mais au moins on pourrait essayer de réfléchir à savoir ce qu'on fout ici tous les 5, non? En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'étais tranquillement en train de faire mes courses, ok? Je m'apprêtais à acheter un paquet de farine et paf! Je me retrouve avec vous 4 là. J'étais dans ma cuisine, je m'apprêtais à me servir un verre de lait. Hein. Vous voyez, un verre de lait, et en une nanoseconde, ben voilà, je suis ici avec vous. J'étais en train de me préparer un brunch et au moment de me saisir de la poêle à frire, je me suis évanouie. Et j'ai repris connaissance ici. Bah pour tout vous dire, en fait, je surveillais les cours de la bourse, quoi. Et j'étais en train de spéculer sur l'action du sucre, qui était super bonne à faire. Et puis au moment où j'allais faire ma transaction, pfiou, de la farine, du lait, des œufs, une poêle, du sucre. Chacun de nous était finalement, de son côté, en train de préparer de quoi faire des crêpes. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais un boxeur. Vous savez, de ces boxeurs comme il en existait au début du siècle dernier. Et pour des raisons qui m'échappent, on m'avait infligé une malédiction qui me contraignait à devoir boxer avec des artichauts en guise de gants. Juste avant d'être tiré de ce rêve magnifique par la lueur de l'aube, je venais d'installer l'électricité dans ma paire de gants artichauts. Et j'étais tellement fier. Tellement fier. Le brillant, préfère. Le temps est aujourd'hui devenu complètement hors sujet. Mais oui, mes frères, tous les 4. C'est ça, être confiné. Je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu de mes yeux vus. Ah ah. Il faut être né pendant le confinement pour comprendre le confinement. Je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu de mes yeux vus. Ah ah. Pour nous, j'en ai bien peur. Il est déjà trop tard. Je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu de mes yeux vus. Ah ah. Nous serions donc tous les 5 les mêmes côtés d'un seul Patagone, les 5 faces taillées d'une même pierre. Voyez-vous cela? C'est trop drôle. Toutefois, et pour que je sois sûr, vous allez tous me permettre de vous tester sur... Voyons. Tiens. Le grand Molière. Commençons. Les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent. Différent. Moi aussi, j'ai envie de vérifier quelque chose. Allez, on va commencer par du basique, hein, du très simple. E égale MC. Hey! Bah quoi? Hey! Je sais pas, E... M, C, hey! It's hard to stay in the M, C, hey! Moi, je m'appelle Radi, parce que si je m'appelais pas Radi, ce serait l'enfer. Et vous vous rendez compte, ça fait même pas... je sais pas depuis combien de temps la Terre porte sur elle ce virus, le Covid-19. Résultat, transport routier limité, transport maritime restreint, l'aérien à son plus bas, le tourisme de masse devenu inexistant. Depuis que l'homme est immobile, la planète revit, les gars. C'est génial! Tu choisirais quoi? Tu choisirais de sauver l'humanité ou de sauver la planète? Gustave, c'est la temporalité qui définit l'ordre des priorités. Ce que tu appelles l'humanité n'est en fait que le fruit d'un concours de circonstances qui remonte à peine 600 000 ans. Alors que la prospérité de notre terre nourricière
celle qui depuis tout ce temps nous offre le gîte et le couvert, elle cumule à elle seule plus de 4 milliards d'années et demie. Tu envisageras donc que l'humanité, cette grossière agglomération de primates autoproclamés supérieurs, ne soit qu'une présence provisoire. Et qu'un jour, elle soit remplacée par une intelligence qui pense autrement que gouverner, c'est détruire. Et oui, Gustave, votre humanité est en CDD, vois-tu ? Et ça, pour une seule raison, vous avez trop d'ego. En vous pensant si unique, vous accélérez votre propre abolition. Que dis-je ? Votre extinction. De passage, vous devez être, de passage, vous serez. Car oui, Gustave, la Terre pèse. Elle a du poids, celle qui ne se plaint jamais. Le brillant. L'homme est devenu l'espèce dominante sur la Terre grâce à sa capacité d'adaptation. Mais bien sûr, c'est-à-dire que mieux que tous ses concurrents, mieux que quiconque, il a mis son intelligence au profit d'une intégration totale face à un écosystème qu'on va qualifier de plutôt inhospitalier. Vous êtes d'accord avec moi, voire des fois très hostile et même parfois très cruel. Soit sa sage utilisation, j'y reviens, d'une capacité d'adaptation qui est aujourd'hui, vous en conviendrez, devenue même la définition de notre intelligence commune. S'adapter ou mourir. Tu survis ou tu meurs. Tuer ou être tué. Amadou et Mariam. Non, je vous le dis, il n'y a que deux goûts dans la nature de l'homme. Tel est l'homme. Tel est l'homme maison. Tel est l'homme maison. Pardon, Notre instinct de prédateur survivant, finalement, il n'a jamais pu être étouffé. Dès le départ, c'est notre capacité à nous mouvoir que sont nés tous nos problèmes. Mais c'est également de cette capacité à nous mouvoir que sont nées toutes les solutions, si vous voulez. Car, adaptation. Les forces sont si imprévisibles, le flux est tellement rapide, et nous, les hommes, nous sommes tellement lents. Eh oui, nous sommes lents. Nous sommes plus lents que le plus minable des algorithmes. Comment voulez-vous que dès lors nous restions compétitifs, que nous soyons concurrentiels face à la machine? C'est impossible. Et vous savez pourquoi nous sommes lents, messieurs? Vous le savez pourquoi nous sommes lents? Nous sommes lents parce que nous laissons systématiquement nos émotions altérer notre jugement. Si tu as du talent, je suis désolé, si le travail ne te fait pas peur, tu peux facilement devenir riche. Mes frères, cet idiot a dit le talent. Je vais te faire naître dans un village du Sud-Soudan, tu vas voir. Je vais te donner une telle soif que tu plongeras tes lèvres, ta bouche, puis ton visage tout entier dans une des trop rares flaques de boue retenant la pluie de l'avant-veille, un bain putride dans lequel des bœufs faméliques piétinent et chient. Et tu boiras cette eau croupie, non pas pour nourrir ton talent, tu la boiras à t'en faire exploser le ventre juste pour vivre, juste pour essayer de survivre, frérot. Ah, j'oubliais, je vais aussi infester cette mare dégueulasse de virus Ebola. Ainsi, tu auras à loisir de mettre tout ton talent au service d'une humanité qui donne les mêmes chances à l'ensemble de tes semblables. Il y a, messieurs, derrière tout cela, un esprit. Un esprit qui élabore, qui planifie, qui organise. Vous êtes tous les 4, nous sommes tous les 5, beaucoup trop cons pour offrir une quelconque solution à ce problème de coronavirus et de confinement. Vous n'êtes pas sur le point de nous le chier dans l'heure. Ce vaccin salvateur. J'en déduis que si aucun de nous peut apporter aucune réponse, c'est donc que forcément, chacun de nous peut, au fond de lui, soumettre une question.
Une question vitale, une question existentielle, une question qui le ramène à l'enfance, une question qui jamais ne l'a quitté depuis qu'il est né. Si on n'est pas capable d'apporter de vraies réponses, ayant au moins la pertinence de proposer de vraies questions. Tiens, on va commencer par toi, Matt. Quelle est la question que tu te poses depuis toujours? La réponse, je la connais par cœur. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est pas une question importante? Oui, à l'évidence, Matt. À l'évidence. Tiens, Jean-Mi, c'est à toi. Alors, on enchaîne. Dis-nous, quelle est ta question? Moi, c'est... y a-t-il une vie après la mort? Une question qui te ressemble, d'ailleurs, si je peux me permettre. Bon, ok. À toi, Gustave. Quelle est ta question? Est-ce que Dieu existe? C'est ton tour, Radi? En fait, je suis en train de réaliser que jusqu'ici, les 3 questions qui ont été proposées sont 3 questions purement rhétoriques, qui toutes les 3 attendent une réponse dichotomique. Vous m'excuserez dès lors de ne pas dévoiler la nature, l'intitulé de ma question. En revanche, Alex Andrin, quelle est ta question à toi? Ton prénom c'est Alex et ton nom c'est Andra. Alex Andra. C'était quoi la question que c'était? Qu'est-ce qu'elle est? Chut. Gus, mon cher Gus. Eh bien moi, je vais jouir de ta jurisprudence, Radi. Oui, en effet, puisque mon interrogation n'étant absolument pas ni rhétorique, et de là, nulle réponse dichotomique n'en découlera, je préfère attendre le fruit de vos observations communes ou singulières avant de vous transmettre mon interrogation intime. Matt, Jean-Mi, Gustave, vous allez nous livrer vos 3 questions. Matt, ta question, tu vas commencer, est: sommes-nous seuls dans l'univers? Ce qui nous amène forcément à parler de l'espace. Cela doit également nous interroger sur la notion du temps, avec lequel l'espace est indéfinitivement aliéné. Question. Est-ce que le temps a un début? Le cas échéant, si le temps a un début, cela envisagerait de facto une autre possibilité, messieurs, c'est que le temps, après son début, est un milieu. Et qu'après ce début, ce milieu, que le temps est une fin. Eh oui, messieurs, c'est une histoire, le temps, avec un début, avec un milieu et avec la fin des temps. Je ne suis quant à moi absolument pas autorisée à vous dire si oui ou non vous perdez du temps quand vous achetez le calendrier des pompiers. Mais en revanche, ce que je peux vous affirmer, c'est que l'univers a été créé un mardi. Voilà. Pardon, vous en étiez où? Tu as raison, Alex. Un début, un milieu, une fin. Tout comme il y a un passé, un présent et un futur. Pourtant, Alex, tu le sais bien, le présent n'existe pas. Il suffit que je compte 1, 2, 3. Et déjà le 1 et le 2 sont le passé du 3. Tout comme l'est maintenant la phrase que je viens de prononcer du reste, qui est également dans le passé. Alex, si le présent n'existe pas, il se peut que mécaniquement, le temps n'ait plus aucune raison d'être. Le temps ne serait alors qu'une construction mentale. Maintenant, imaginons que quelqu'un t'apporte la preuve irréfutable que oui, qu'il y a eu un échange intelligent dont l'émetteur est incontestablement d'origine extraterrestre. Que oui, c'est incontestable, nous ne sommes pas seuls dans l'univers.
qu'est-ce que ça provoquerait comme réaction, comme émotion chez toi? Nous t'écoutons, Matt. Si une autre vie intelligente existe ailleurs dans l'univers, avec l'espoir d'une collaboration peut-être entre dissemblables, et puis allons-y, pourquoi pas, une rencontre entre dissemblables. Allez, on prend tout. C'est dans le menu. Si un être intelligent renvoie à l'humanité, s'il nous renvoie une logique différente, des codes de compréhension différents, des valeurs différentes, une culture différente, des croyances différentes. Eh bien là, dans ce cas-là, j'en suis sûr, je prends le pari qu'alors oui, l'humanité tout entière pourrait sans aucun doute en sortir grandie. Juste, Matt, je peux te dire un mot? Bah vas-y, dis toujours, ça peut faire rire. Logique différente, code différent, croyances différentes, culture différente. C'est plus ou moins la liste exhaustive, mon cher Matt, de ce que les Africains ont proposé aux colons blancs. Si mes souvenirs sont bons, c'est plus ou moins la liste exhaustive de ce que les Indiens, qu'ils soient du nord ou du sud du continent américain, ont également proposé aux migrants et autres fous de Dieu. Ne sous-estime jamais, tu m'entends, jamais qu'une fois passées les postures affables de la séduction, vient systématiquement le constat de nos différences. Un constat qui engendre ensuite la duplicité, qui à son tour engendre elle-même la rivalité, qui mécaniquement génère la guerre. Avant de chercher de l'intelligence au-delà de la Voie lactée, la solution, je te le dis, Matt, c'est de chercher l'intelligence ici, sur cette bonne vieille terre. Il faut savoir vivre, regardez. Est-ce que Dieu aime ce que nous nous infligeons les uns les autres? Le brillant. L'univers est-il un lieu où, par essence, tout n'est qu'irrationalité, hasard et chaos, ou bien, à l'opposé de ce principe d'incertitude, est-ce qu'il existe un ordre fondamental? Bien encore, tout ça n'est qu'un accident, et nous sommes au beau milieu d'un immense chantier. Depuis que l'humanité se perd dans le productivisme, l'homme est de moins en moins raffiné. Même le pétrole est plus raffiné que l'homme. Je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu de mes yeux vus. Ah ah. Vivre sur la Terre devrait être conditionné au même droit qu'un bail locatif, tout simplement. Un bail qui préciserait que le sapiens que nous sommes n'est qu'un occupant provisoire des lieux, ni plus ni moins. Quoi, attends, attendez une seconde, je suis en train de réfléchir. Non, parce que en revanche, ça nous obligerait à définir les limitations des droits du propriétaire qui devraient, le cas échéant, être mentionnés sur un contrat à part. L'ayant droit antérieur, sinon, devra, lui, en conserver l'usufruit si toutefois il n'est pas transféré dans les 24 heures qui précèdent la signature de l'acte suivant la clause de conformité qui est inscrite noir sur blanc sur le bail. Enfin, en principe, hein, bien sûr. Oui. Parle-nous à présent de tes premières émotions. Tu sais, si, comme précédemment,
ont apporté la preuve irréfutable qu'il n'existe aucune vie extraterrestre dans l'univers, que dans l'infini et au-delà. Nous sommes, nous, l'humanité, désespérément seuls. Je crois que je n'aimerais pas l'apprendre maintenant, alors que nous sommes tous confinés, qu'on ne voit plus nos proches. Apprendre aujourd'hui qu'en plus on est tout seul dans l'univers me rendrait assurément infiniment triste. Triste, oui, au fond, cette absence-là m'obligerait à me dire que nous sommes donc tous condamnés. Nous sommes condamnés à nous harmoniser entre nous, les humains. Que nous sommes absolument, définitivement, inlassablement, pathétiquement entre nous. Sans aucun espoir d'aucune aide extérieure. Le temps de l'harmonie entre terriens est très loin d'être advenu. Si pour l'historien, les guerres ne sont que de paresseux repères qui séquencent les colères de l'homme, j'ai bien peur qu'il nous faille attendre encore beaucoup de temps pour que l'avenir ne soit qu'une longue ligne droite de concorde, d'harmonie et de paix. Tu ne dois pas rester inconsolable. Qu'est-ce qui pousse mon cœur, d'ordinaire inébranlable, à cogner ainsi si fort contre mes côtes? Mes amis, je crois que je manque d'air. Je crois que je me noie, je n'existe plus. Je me sens plus près de moi que vous ne le serez jamais. Il me faut partir, oui, loin, longtemps. Partir et revenir le plus tard possible. Il me semble pourtant que ta démonstration n'a émis qu'une seule hypothèse. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais enfin, à mon sens, en tout cas, c'est celle d'une fraternisation entre les extraterrestres, et finalement, tu n'as absolument pas envisagé une autre option, hein. Que cette présence soit à visée belliqueuse, voire colonisatrice. Tu vois les extraterrestres et les terriens travaillant main dans la main, travaillant main dans la main, un peu comme Pierre et Marie Curie dans leur laboratoire, un peu comme Castor et Pollux unissant leurs pouvoirs gémellaires. Pourquoi pas Bernard et Bianca Plantier, hein? Allez, allons-y. Starsky et Hutch, hein? Rick et Morty. C'est bon, je crois qu'on t'a compris, Jean-Mi. En fait, ce que Jean-Mi veut dire, Matt, et ce que nous craignons tous ici, c'est que tu aies omis que la première rencontre entre les terriens et les extraterrestres ne ressemble au premier rendez-vous entre Michel Fourniret et Monique Olivier. C'est un peu ça, Jean-Mi. Mon gars, c'est exactement ça. Pour eux, nous ne sommes que de la cendre. Alors, dans ce cas, je crois que je m'en remettrai à espérer que dans l'univers, en plus de l'hydrogène et de l'hélium, j'en viendrai à désirer que l'infini cosmique dans son entier puisse être mu par une autre force tout aussi cosmique que l'attraction elle-même, la force de l'amour. Sors de ce corps, Luc Besson. À présent, c'est à toi, Jean-Mi. Ou devrais-je dire, Monsieur Toufflet? Dis juste Jean-Mi. Jean-Mi Toufflet? Ne te formalise surtout pas, Monsieur Memucho. Hein, parce que c'est bien ça, hein, ton nom. Memucho. Comme Gustave Memucho. Gustave Memucho. Como esta noche fuera la última vez. Je vais d'abord imaginer ma réaction si de façon scientifique, cartésienne et irréfutable, il était donc dit que la preuve était donnée que oui, il y a, c'est certain, une vie après la mort. J'élude d'emblée l'option religieuse, car pour moi, il n'est nulle question d'une quelconque croyance ou d'une quelconque foi. Pas de paradis ou d'enfer ici, messieurs, entendez-moi
Bien. Quant au purgatoire, j'ai l'impression qu'on le vit tous en ce moment ici. Donc, pas de foi, pas de religion. Je vais aborder l'après-vie dans son acceptation la plus métaphysique en la vidant entièrement de son substrat spirituel et de toutes nos considérations s'approchant plus ou moins de la superstition. Bon, alors là, je passe vite sur l'âge, parce que c'est évident qu'on n'a pas la même réaction si on apprend qu'il y a une vie après la mort quand on a 12 ans que si on apprend qu'il y a une vie après la mort quand on a 86 ans. T'as qu'à faire comme si t'avais ton âge. Ou alors, sinon, il y a une autre possibilité, je fais exactement comme si j'avais ton âge. Oh, mais quel crétin, on a exactement le même âge. Quels auraient été mes choix de vivant? Que seraient devenus ces choix si l'éthique, et avec elle son cortège de mensonges, de mépris et d'humiliation, mais aussi de toutes ces vanités égocentriques qui ne sortent que la nuit tombée lorsque nous n'avons plus rien à perdre? Si seulement j'avais l'absolue certitude, la certitude absolue d'avoir une autre vie, une seconde vie, une seconde chance. Alors ne pourrais-je pas me permettre de vivre ma première vie totalement débarrassée de tous ces scrupules, de toutes ces valeurs moralisatrices qui m'ont toute ma vie durant façonné comme un coupable en quête de rédemption? On se fait une première vie qui commence par primo-délinquant, qu'enchaîne avec fou de Dieu, et puis enfin, on se termine en martyr collatéralement dommageable. La vie d'après vient t'offrir une seconde virginité, tu es lavé de toute abomination commise envers tes semblables. Cette deuxième vie, au fait, on la consacre à quoi? À éviter la récidive, c'est ça, hein? À part déflorer les 72 vierges, je veux dire, je n'en sors pas. La question de la réalité d'une vie après la mort, je n'arrive pas à l'extirper de toute croyance religieuse. Voilà, je te le dis. Toi, tu dis ce que tu as à dire, et moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Oh, Gustave! Oui, alors toi, quand tu me parles, je te prie de te taire, ok? Nous avons tous besoin de soutien moral. Et encore une fois, mal verbalisé, ce n'est pas mal pensé, n'est-ce pas? De grandes idées peuvent naître de bien peu de mots. Jean-Mi, s'il t'est maintenant est irrévocablement prouvé qu'il n'y a absolument pas de vie après la mort. Je crois que je me contenterai de faire ce que 99% des habitants de cette planète font. Je jouirai de l'instant en faisant tout pour l'éterniser. Oui, je vois. Je ferai comme tout le monde, je n'aurai d'autre obsession que de vouloir ralentir le temps. Et pour y parvenir, j'ajouterai bien sûr des artifices à mon quotidien, à ma routine. Je vivrai moi aussi sous influence. Oui, je vois. Je me trouverai une drogue. Oh, non, pas forcément de type stupéfiant ou psychotrope, non, pas forcément. Oui, je vois. Si tu es assuré de n'avoir qu'une vie, alors cette vie unique et irremplaçable, tu voudras la remplir, en faire le plein. Et faire le plein d'une vie, c'est déjà avouer qu'elle n'est pas pleine. Oui. Vivre sous influence, c'est l'art de combler nos failles. Je vois. Toutes ces fissures qui pourtant nous définissent et qu'à tout prix nous voulons colmater, masquer, maquiller, partant de là, tout est bon à prendre. Moi, je... Dieu ou la cocaïne, le jeu comme le pouvoir, l'argent comme le sexe, la manipulation comme la soumission, l'ordre ou la méthode, la postérité ou l'ombre. Nous avons tous une bonne raison de nous rassurer. Nous avons tous une bonne raison de ne pas devenir fous. Si s'échapper est un devoir, alors nous sommes tous coupables de nos vaines tentatives d'évasion. Composte, Jean-Mi, composte. Tu te poses une question que tu admets purement rhétorique, tout en acceptant que sa réponse soit dichotomique. Là-dessus, je crois que nous sommes tous les 5 d'accord. Or, des deux possibilités, que ce soit dans l'affirmation de l'existence d'une vie après la mort ou dans sa réfutation, il apparaît que dans les deux cas, tu restes insatisfait.
comment donc expliques-tu que les deux options qui te sont proposées, aucune ne te satisfasse? Je ne suis que la somme de mes contradictions. Chill. Just 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 chill. Le brillant. C'est à toi, Gustave. Est-ce que Dieu existe? Alors, si c'était le cas, si la preuve était faite de la non-existence de Dieu, je crois que dans un premier temps, je penserais à tous celles et ceux pour qui c'est un désastre, celles et ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. Et étant moi-même de nature sceptique et n'ayant jamais constaté de façon tangible la moindre preuve d'une existence divine sur notre terre, je crois que finalement j'en viendrai presque à m'en réjouir de cette nouvelle. Parce que si l'humanité n'a plus la foi comme catharsis de ses sentiments, quelle autre possibilité s'offre à elle si ce n'est de se retourner vers l'autre? Tu crains que l'absence de tout Dieu ne génère qu'égoïsme. Mais pourtant, tu peux le reconnaître, si Dieu est amour, en son nom furent commis bien des massacres qui, eux, sont plus proches d'un autre mot de 5 lettres. H-A-I-N-E. Il se peut en effet que l'individu se recroqueville sur lui-même. Mais n'en doute pas, j'en suis certain, tôt ou tard, à nouveau, l'homme au sens anthropologique ne tardera pas à se tourner vers d'autres superstitions, vers d'autres pseudo-sciences occultes plus ou moins divinatoires. Et pour finir, crois-moi, le gourou viendra remplacer le prophète. Mais si les sectes venaient à remplacer les religions, même si d'autres totems venaient à exister, toutes ces formations n'en seraient pas moins réduites à considérer leurs problématiques comme toutes les religions passées et trépassées. Donc, elles ne devraient leur viabilité qu'au regard du nombre de leurs fidèles. Telle secte, combien de divisions? On n'en sort pas. Mais au fond, j'imagine que Jésus lui-même a dû être confronté à ce genre de problématiques structurelles. Comme tout chef d'entreprise, tout entrepreneur qui veut accroître ses parts de marché. C'est tout simple. J'en suis convaincu, nos dieux sont tous interchangeables. C'est nous qui ne changeront jamais. Si t'es d'accord, je propose qu'on passe à l'option « Dieu existe ». Il a même été reçu par Macron à l'Élysée. On raconte même l'avoir vu à la fête de la bière à Munich, unanimement, sans que personne n'ait quoi que ce soit à redire. Dieu existe. Les athées, mécréants païens et autres impies doivent s'y résoudre. Il faudrait trouver une divinité consensuelle qui réunisse les trois monothéismes. Mais bon, imaginons que cela soit le cas. La présence d'un Dieu, créateur des hommes, des femmes, de l'animal, du végétal et du minéral, un Dieu omnipotent régnant sur toutes les choses, est accepté, reconnu par les trois religions.
Mais alors, que deviens-tu, mon cher Gustave? Je crois que je voudrais savoir si ce Dieu correspond en tout point à ce que les trois religions monothéistes nous ont refourgué depuis des siècles. Je voudrais aussi savoir si Jésus est bien son fils, comment il a fait cette histoire d'immaculée conception, entre autres choses. Pour être sûr d'ailleurs, je me demande si je lui demanderais pas de me faire un ou deux petits miracles quand même, hein, histoire d'être bien sûr. Puis ensuite, c'est humain, je crois. J'aimerais savoir ce qu'il pense de nous, Radi. Est-ce que nous l'avons déçu? Est-ce que nous l'avons enthousiasmé? Un peu, parfois, peut-être. Qu'est-ce qui t'empêche de lui poser la question? Pourquoi maintenant? Tout le monde est conscient maintenant que l'humanité est en train, littéralement, de saccager, de ronger, de corrompre les ressources de la planète hôte. Et qu'à l'évidence, il est plus que temps que Dieu se manifeste. En fait, tu sais quoi? Moïse aurait dû rédiger un 11e commandement. La planète, tu respecteras. Enfin bon, peut-être que Moïse n'aimait pas le quinoa et les pistes cyclables. Parce que s'il ne se manifeste pas au moment où le paquebot monde est en train de couler, alors dans ce cas, qu'est-ce que Dieu? Dieu ne serait qu'un quatuor à cordes sur le Titanic, pathétique, fataliste et un brin concupiscent. Tu demanderais à Dieu de faire ses preuves. Mais sinon, à part te placer au-dessus de Dieu, Gustave, tu désires quoi? Un Dieu pour toi tout seul, certainement. Un Dieu qui te soit taillé sur mesure. Tu sais, Alex, je pense que les 84% des habitants de cette planète qui croient en un Dieu sont aussi les mêmes 84% qui se taillent quotidiennement un Dieu prêt à porter dans l'intimité de la prière. Tu fais toujours appel à un Dieu capable de s'adapter à toi. Mais ne te méprends pas, Alex. Je ne pense pas que l'utilité, le rôle de Dieu, soit de se plier à nos petits arrangements, tous élaborés en fonction de nos perversions intimes. Dieu voit tout. Et pour nous faire pardonner, nous sommes 84% à vouloir faire pleurer Dieu. Nous voulons tous l'émouvoir, ce Dieu. Allez, ça suffit. Arrêtons là. Moi, j'arrête. Avant de savoir si Dieu existe, j'aimerais juste savoir pourquoi moi j'existe. Tout en moi est en train de se confiner. Je me confine moi-même en moi-même. Je suis comme l'escargot qui, à force de se racornir, de se recroqueviller dans sa coquille, arrive à générer un trou noir. Selon toi, et si je t'ai bien compris, c'est un Dieu agissant qui va venir nous rendre visite. C'est un Dieu qui viendrait nous voir pour changer ce qui se passe sur la planète. Alors, tu crois qu'il changerait les choses ou qu'il nous changerait nous? Nous, ces créatures, nous, ces enfants. Si j'étais Dieu, moi, l'option libre arbitre, je la virerais. Non, parce qu'au fond, tout vient de là. Il faut la supprimer, cette option. Oh, si, il y a tout de même un truc qu'on ne peut pas lui enlever au libre arbitre. Il est très utile pour nous faire douter. Alors ça, par contre, il est très utile. Et même pour nous foutre la trouille. Alors ça, la trouille de faire les mauvais choix. Une fois sur deux, c'est 50-50, cet enfoiré de libre arbitre vous fait prendre la mauvaise décision. Celle qui va plomber le reste de votre vie. Et après donc que vous ayez fait le mauvais choix qui va ruiner votre vie dans sa grande mansuétude, Dieu
vous a également offert, tadam, l'espoir. Dieu nous a donné l'espoir. Cet espoir qui n'est que la vertu des esclaves. Non, vraiment, le libre arbitre est la plus vicieuse de toutes les prisons. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu s'est un jour piqué de nous créer. Nous, les hommes et les femmes. C'était quoi son problème à lui, bon sang? Il s'ennuyait ce jour-là, c'est ça? Il s'emmerdait? Il s'est fait rembarrer par sa meuf? Peut-être que ce jour-là, il n'y avait rien sur Netflix, tout simplement. Peut-être que Dieu avait envie d'avoir des amis imaginaires. J'aimerais juste te dire une chose, Gustave, c'est que finalement, tu n'as peut-être pas tout à fait tort. Bien qu'il n'y ait pas que le libre arbitre qu'on puisse retirer du reste, hein. Il serait bon aussi de régler le petit problème de nos différences physiques, si tu vas par là, parce qu'il y a les petits, il y a les grands, il y a les maigres, il y a les gros, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les hommes, il y a les femmes. Il faudrait régler ça, parce que c'est trop segmentant, ces différences. Hein, Gustave? Non, moi je serais Dieu. Le monochrome, Gustave, le monochrome. Le monochrome, c'est l'unité. Le clonage me paraît tout à fait pertinent, Jean-Mi. Oui, pour envisager une sorte d'OPA hostile contre Dieu. Ouais, ça serait pas mal. Comme... Non. Ah oui, d'accord, tu te foutais de ma gueule, j'avais pas compris, pardon. S'il n'y avait pas ce truc qui me retenait... Je te foutrais bien mon poing dans la gueule. Radis. Eh oui, c'est ton tour. Alors, c'est à toi de nous confier la nature de l'interrogation qui te tenaille depuis ta venue au monde. Nous t'écoutons, Radis. Oh, je ne sais pas ce que j'ai, mais là... Bon sang, les gars, je ne sais pas vous, mais moi, je me verrais bien empoigner une poêle à frire. Il me faut du lait. Je veux mon paquet de farine. Je donnerai tout et plus pour manger des œufs, du sucre. Oh, j'en veux du sucre. Oh. On va manger des Crème.